Antoine Wauters, vous, dans votre roman Mahmoud ou la montée des eaux, vous racontez l'histoire d'un vieil homme, un poète syrien, qui est seul au milieu d'un lac. Il est sur sa barque et il va se remémorer le passé. D'abord, peut-être quelques mots sur ce lac, hein, disons-le clairement, on est en Syrie, ce n'est pas n'importe quel lac. C'est le lac El Assad. Donc, c'est le lac qui est né de la création du barrage de Tabqa à la fin des années 60, début des années 70. Et donc, c'est le premier acte fort qu'a posé Hafez quand il a pris le pouvoir. Chose que font souvent les dictateurs, hein. Quand ils prennent le pouvoir, il y a une envie de maîtriser la nature, en l'occurrence ici le cours d'un fleuve. Mm. Ce sont des choses qu'on a pu voir au Brésil durant la dictature, après 64, qu'on a pu voir au Portugal sous Salazar, qu'on a vu chez les Khmers rouges, qu'on a vu chez Mao avec le barrage des Trois Gorges. Et donc, Mahmoud, c'est un vieillard qui va se poser sur ce lac, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre, qui sévit à 360 degrés autour de lui. Mm. Et lui va se faire l'observateur de ça, de ce qui se passe dans le monde réel, dans un monde violent, violenté. Et lui, il va plonger pour essayer de revoir le village, son village d'enfance qui était englouti au moment où le lac a vu le jour. Mm. Il prend son masque et son tuba, il plonge donc hein, sous ce lac, vous le disiez, Antoine Wauters, il y avait sa maison. Quels sont ces souvenirs qui vont remonter à la surface? Moi, c'est une image qui m'a semblé très belle. J'ai l'impression que où qu'on vive, finalement, le temps, c'est une entreprise d'effacement et en même temps, ce qui ne s'efface peut-être jamais, c'est la mémoire de notre enfance. Et Mahmoud tient pratiquement à portée de main ce village, la silhouette de sa maman dans la maison qui était la leur. Et donc, il descend littéralement dans ces eaux de la mémoire. C'est comme un liquide amniotique et c'est vraiment le seul endroit où il peut s'accrocher, vaille que vaille, à l'existence, résister, tenir et essayer non pas de mettre du sens dans ce qui n'en a plus, mais c'est un baume. C'est un baume sur une blessure qui n'a probablement pas de remède, mais qui, à défaut de mieux, agit dans ce sens-là chez lui. Il y a sa femme amoureuse de poésie, folle, il y a la prison, il y a son premier amour aussi, sa soif de liberté. Il revoit aussi ses enfants au temps où il n'était pas encore parti combattre dans ce conflit, hein. C'est ça, donc c'est un homme qui a pratiquement tout perdu. Et ça rejoint ce que vos deux invités disaient hein, tout à l'heure avec le Liban et la Tunisie, c'est qu'on voit une sorte de cyclicité comme ça des régimes dictatoriaux. Et après les printemps arabes, hélas, on voit qu'il y a des choses qui se reproduisent à l'identique quand on sait qu'aujourd'hui, après Hafez, après Bachar, il y a déjà Hafez Junior qui se prépare à prendre le pouvoir en Syrie. Il y a quelque chose qui est, je trouve, de l'ordre d'une ironie cruelle et qui me fait penser, et qui fait penser, je pense, à beaucoup de gens, qu'on n'est pas prêt encore, malheureusement, de sortir de ces cycles-là. Et donc, la parole de Mahmoud, c'est une parole de paix, c'est essayer d'opposer à la violence du monde une parole de douceur, de tendresse. Et je dirais la plus grande difficulté pour moi dans l'écriture de ce livre, au-delà de la documentation, c'était vraiment de créer les conditions d'un espace de paix, de calme, pour qu'une parole de tendresse puisse émerger et pour opposer à la pureté du monde quelque chose qui soit plus. Alors on est bien d'accord qu'il s'agit bien du soulèvement de 2011, on le rappelle, et du conflit armé qui a débuté en mars 2011. Alors je précise, et vous le savez sans doute, que Bachar al-Assad est ophtalmologue de formation. Je le dis avant de lire cet extrait. Au printemps, quand ce merdier a commencé, tout le monde pensait que c'était gagné. On allait faire tomber et cuire sur un grand gris les yeux de requin de l'ophtalmologue, ceux de sa maudite Asma et de leurs enfants, on les tuerait. Et tu te souviens, point d'interrogation, moi je n'étais pas d'accord avec ça, j'étais un vieux bonhomme. Avec l'âge, tu sais, on est moins enclin à se laisser berner par les fanaux des rêves de liberté. Ce vieil homme, il est quelque peu désabusé, il ne croyait pas à cette révolte. Non, comme certains poètes syriens d'ailleurs, parce que j'ai énormément lu de poètes syriens qui ont parlé de la situation. En fait, ça a été ma source d'information principale. Il y avait les journaux télévisés que je regardais, il y avait la documentation sur Internet, mais il y avait aussi cette source très précieuse que sont les poèmes et les écrits des gens qui vivent sur place. Et une anthologie est sortie très très belle il y a quelques années, qui donnait la voix des poètes syriens contemporains et plusieurs textes m'ont vraiment marqué, où je trouvais cette méfiance par rapport à ces printemps arabes, c'est-à-dire que beaucoup de poètes se disaient, mais finalement, vers quoi est-ce qu'on court? Après quoi est-ce qu'on court? Et est-ce qu'on ne sait pas suffisamment qui on a devant nous?
l'ophtalmologue Bachar, on sait très bien que ça va être, on va les frapper contre un mur. Et ce type étant psychorigide et connaissant finalement qui il est, on sait très bien qu'il va opposer à ce mouvement de revendication de plus de liberté une dureté encore plus grande. Peut-être juste un mot sur le titre de votre livre, Mahmoud. Juste pourquoi le prénom? Mais c'est un hommage à Mahmoud Darwish, poète palestinien. La poésie était super importante dans l'écriture du livre. Je me suis appuyé sur des lectures diverses. Et comme le livre a un propos humain, j'ai essayé de mettre l'humanité en avant, la fraternité, la douceur, comme je vous l'ai dit. Je me suis dit que c'était intéressant de jouer avec ça. Et puis il y a des textes en persan, en hébreu et en syrien, bien évidemment, en arabe évidemment. Et j'ai essayé de mélanger les sources parce que Mahmoud, ça rejoint ce que vous venez de dire, pour peut-être dépasser cette situation de marasme, cette situation violente, difficile. Je crois que lui, il a envie d'aller au-delà de cette logique de clan, cette logique d'opposition et cette logique où l'homme, quoi qu'il fasse, a tendance à vouloir posséder les choses, posséder les gens, posséder la terre, posséder la nature. Et je crois que quand on arrivera à avoir un rapport au monde apaisé, différent, peut-être que la situation pourra changer.